Bonjour à tous, c'est Red Gears. On se retrouve pour un nouveau débrief semaine avec Nicolas qui va nous parler d'une console assez particulière. Et oui, c'est une nouvelle qu'on a reçue de la part du site Jeuxactu qui nous parle d'une console qui sort et qui est visible actuellement en Chine. Une console qui s'appelle la Aya Neo. C'est une nouvelle console portable qui ressemble beaucoup à la Switch, mais qui va avoir une utilisation un peu plus pour les PC, pour les jeux PC, puisqu'elle va embarquer Windows 10. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est carrément un mini PC qui embarque un APU Ryzen 4500 avec 16 Go de RAM en LPDDR4 et ainsi qu'un SSD M2 soit de 512 Go ou de 1 Tera selon le modèle. Et du coup, voilà, oui, c'est vraiment un mini PC avec un écran intégré et Windows 10, tout ce qu'il y a de plus normal, et des manettes, on va dire, intégrées dans le châssis façon Nintendo Switch. Sachant qu'elles sont annoncées à 600$ pour la 512 Go ou 680$ pour le 1 Tera. Ouais, faut s'attendre à ce quand même que les prix flambent si jamais on a une sortie pour l'Europe. J'ai vu qu'il y avait une campagne Indiegogo qui avait été lancée pour une sortie sur les autres territoires. Faut voir si ça prend bien en Asie au niveau de ce type de produit. Autre spécificité, moi, qui me fait un peu tilter quand je lis la news, on voit aussi qu'il y a un ventilateur actif sur la console, à voir si c'est pas gênant pour une console portable comme ça. Il y a un ventilateur actif sur la Switch qui est pas plus gênant que ça. Oh, ça s'entend sur certains jeux en mode docké particulièrement, mais rien de bien gênant à ce niveau, donc je pense. Et puis de toute manière, le 4500 est pas vraiment énergivore, donc. Ouais, là j'ai vu TDP de 15 watts, donc effectivement c'est pas grand chose. Mais à voir comment c'est géré au niveau du refroidissement. Là j'ai vu qu'il y a 2 caloducs de 8 mm en cuivre qui viendront refroidir tout ça. Après je connais pas la densité des LED, mais ça doit pas être grand chose parce que bon, vu l'épaisseur de la console, enfin voilà, on sera forcément limité sur ça. À voir si c'est pas gênant en fonctionnement, c'est surtout au niveau du bruit que. C'est vrai qu'elle est assez épaisse quand même par rapport à la Switch, j'ai l'impression. Pour l'écran, c'est du 1200 par 800, donc du HD+. On est entre du 5 quarts et du 16 neuvième pour le ratio, donc c'est un peu particulier. J'espère que les jeux le prendront bien en charge, même si normalement ça devrait le faire sans trop de soucis. Mais ouais, on est sur 2 cm d'épaisseur pour la console, donc ouais, ça fait sa taille, on va dire. À noter que c'est une console quand même moderne. J'ai vu aussi que la dalle était tactile, donc intéressant comme la Switch. Et aussi que la console intègre du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Donc ça reste intéressant. Et on a aussi des ports en USB-C, donc ça, c'est quand même que de la connectique moderne sur un produit moderne, de mon point de vue. On a même un gyroscope, de ce que j'ai vu. D'accord, ouais, donc tu vois, condensé de technologie quand même intéressant. Après, quand je vois le prix, je me dis vraiment, est-ce que ça vaut le coup parce qu'on est quand même plus cher que certains laptops qui seraient plus performants. Donc est-ce que vraiment la portabilité à tout prix vaut le coup, enfin vaut ce prix du moins. Parce que c'est vrai qu'elles me font, en fait cette console me fait énormément penser au GPD Win, si vous voyez de quoi je parle. Ouais, tout à fait. Ouais. On est vraiment dans la même veine, on est vraiment sur du concurrent à la GPD Win. Qui était déjà pas mal, hein, mais qui avait un clavier intégré, si je dis pas de bêtises, sur leur modèle. Ouais, la GPD Win ressemble plus à un mini ordinateur avec des commandes de console. Ouais, là, on est ça. vraiment plus sur une interface qui fait beaucoup penser à la Switch. Après, étant donné qu'on a des ports USB-C, je suppose que ces derniers peuvent prendre en charge l'ajout d'un clavier et d'une souris. Enfin, je l'espère. Je pense. Normalement, il n'y a pas de raison, hein, c'est du Windows 10 tout classique, hein, donc si les drivers sont là et que rien n'a été bidouillé... Après, est-ce que vraiment cette console se servira à faire une utilisation comme un ordinateur normal, ou est-ce que on va plutôt la destiner à faire tourner que des jeux, et est-ce qu'au final on se servira pas beaucoup de Windows 10 dessus? Alors vu le format, pour moi ça sert que pour les jeux, mais effectivement moi ce qui me pose problème c'est ce système d'OS brut, on va dire, c'est Windows 10 sans surcouche, sans ajout, sans menu, on va dire user-friendly. Je veux dire, sur une console, que ce soit une Xbox, une PlayStation, on a des menus quand même qui sont optimisés pour la manette. Et donc on arrive rapidement à trouver ce qu'on veut. Alors oui, on peut le mettre en mode tablette, le Windows 10, mais je suis pas sûr que ça soit aussi simple d'utilisation
qu'une console avec un OS dédié à ça. Donc moi, c'est vraiment l'aspect sur lequel j'aimerais que les constructeurs qui font ce genre de produits travaillent, qu'ils fassent une surcouche. Le problème, c'est que comme Windows 10 est propriétaire, je pense qu'ils sont bloqués à ce niveau-là, et c'est bien dommage. Les gens qui auront cette console vont sûrement la programmer, faire les réglages Windows pour que dès que la console démarre, elle lance Steam en mode Big Picture et au final, t'as plus l'interface de Windows mais directement l'interface du Big Picture et tu choisis tes jeux, etc. Un peu plus comme une vraie console, quoi. Ça serait le plus intéressant, je pense, ouais. Parce que sinon, c'est difficilement utilisable. Je me vois pas diriger la souris, diriger le curseur de la souris avec un joystick sur un écran de 7 pouces. Enfin, moi, ça me paraît pas très agréable. Une bonne question que je me pose aussi, c'est est-ce que ça serait possible d'avoir un dock, de pouvoir la docker et s'en servir comme presque une console de salon, ou juste pour regarder YouTube sur la télé, des trucs comme ça. Ce serait peut-être intéressant. Ça doit être faisable avec le port USB-C intégré, En mais il théorie, faudrait se renseigner sur l'hardware derrière, quoi. Un dock façon Switch, je pense pas que ce soit possible vu le placement des ports, à moins qu'on mette la console à l'envers, mais bon voilà. Après c'est sûr que si les ports USB-C sont compatibles affichage, oui on pourrait faire un câble, on pourrait utiliser un câble USB-C vers HDMI et puis mettre sur un écran, et puis oui on pourrait. Après voilà, si tu le mets en dock, avec quoi tu joues, sachant que les manettes sont pas détachables comme pour la Switch. Il faudrait peut-être y connecter une manette de Xbox One par exemple en Bluetooth pour le coup. Mais ouais. C'est vrai que le Bluetooth intégré à la console et les autres éléments qu'on a vus, c'est ça. On a quand même pas mal d'éléments qui font les points forts de cette console, des trucs qu'on n'avait pas sur la Switch. Typiquement le Bluetooth, on n'y avait pas accès directement. Le Bluetooth était utilisé pour les manettes, mais on pouvait pas nous connecter un casque Bluetooth directement à la console pour entendre le jeu. C'est ça qui fait une force sur cette Aya Neo. C'est vraiment ce côté purement nomade d'un PC. Là, on est au-delà du laptop, on est vraiment sur quelque chose, tu peux le glisser dans ton sac. Après, c'est quand même $680, donc bon, tu la glisses dans ton sac, mais tu fais attention, tu vois. Mais tu peux la glisser dans ton sac, tu peux brancher un casque Bluetooth, tu peux brancher une manette, peut-être si tu as un adaptateur, tu peux peut-être la poser en mode support, te brancher une petite manette portable et jouer dans le métro ou dans le train. Ça peut être sympa, je pense, comme produit. Ouais. À suivre. Et bien du coup j'enchaîne sur l'audio avec HyperX qui vient de sortir son Cloud 2 en version sans fil. Donc Cloud 2, l'un des casques les plus connus de la marque, hein, vraiment on est sur l'entrée de gamme pour gamers par excellence, qui du coup passe en sans fil avec des spécifications sensiblement similaires, si ce n'est un poids légèrement réduit. On passe de 320 grammes pour le Cloud 2 classique à 309 grammes pour le wireless. On a des fréquences de réponse un peu plus faibles. On va jusqu'à 20 kHz pour le wireless contre 25 pour le classique. Alors après, est-ce que la différence pourra se sentir à l'utilisation ? Je ne pense pas, honnêtement. On est sur une durée de vie de 30 heures pour la batterie, avec un câble USB de 50 cm pour la recharge qui est inclus. Le micro bidirectionnel détachable comme d'habitude, une impédance de 60 ohms, donc un casque qui pourra facilement se brancher sur tout type de PC sans demander une carte son ou tout autre ampli externe. Et c'est annoncé à $149 pour les US. Moi j'ai une question, alors je suis pas expert en casque du tout, c'est pour ça que je veux vous solliciter à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez, en termes de tarifs, qu'il est concurrentiel ? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui peuvent être pertinents à acheter à la place de celui-ci ? Ou alors est-ce que celui-là a des forces par rapport à d'autres modèles qu'on pourrait trouver chez des marques concurrentes ? Étant donné que ça reprend exactement les mêmes spécifications, on peut s'attendre à un rendu sonore similaire au Cloud 2 classique. Alors là, on est sur quoi ? $149 après, ça reste toujours le fameux débat sans fil filaire. Si on veut absolument un casque sans fil pour pouvoir se déplacer dans sa pièce, ne pas avoir des fils qui gênent, qui traînent sur le sol ou autre, je pense que ça peut être un bon choix, sachant qu'on a une portée annoncée de 20 mètres et qu'il est branché en Wi-Fi 2,4 GHz. Après voilà, si c'est quelqu'un qui veut un casque avec une bonne qualité sonore,
on est quand même sur un casque qui au final se retrouve plus cher que certains casques hi-fi qui sont bien au-dessus, mais qui par exemple ne possèdent pas de micro et sont filaires. Et parfois requièrent d'avoir un ampli DAC externe ou une carte son. En fait, c'est pas le même usage qu'on va avoir, je pense, c'est ça, ce que tu disais, d'un casque sans fil et d'un casque filaire. C'est pas les mêmes besoins derrière. Ça va être peut-être les mêmes usages, mais c'est pas les mêmes besoins, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficilement comparable. C'est vrai qu'au prix du casque du HyperX Cloud 2, en sans fil, on aura un casque avec des meilleures caractéristiques, mais en filaire, oui. En filaire, oui. Est-ce que sacrifier le câble vaut... ou plutôt, est-ce que le gain de ne pas avoir de câble vaut le coup de sacrifier le reste? Bon, moi personnellement je dirais non, parce que je mets toujours la qualité sonore en avant. Après, bon, ça va dépendre des utilisations, je suppose, pour quelqu'un ou tout simplement quelqu'un qui jouera à la console sur son lit et qui voudrait pas un câble qui est tiré. Bon, après tu me diras, on peut brancher maintenant les casques sur les manettes directement, mais ou quelqu'un qui se servirait d'un PC portable et qui le transporterait un peu partout, et qui voudrait pas forcément un câble qui vienne s'immiscer à chaque fois qu'il se déplace ou qu'il sort son setup. Oui, pourquoi pas. Après, bon, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Ok, on enchaîne avec une news sur Superflower. Alors, Superflower, bien connu au niveau des alimentations, ils font des blocs de super qualité, bien que assez onéreux en termes de tarifs. La marque, a toujours sorti plein d'alimes, mais c'est pas non plus ultra acheté. Souvent, ils fournissent plutôt des blocs pour les OEM, enfin des blocs OEM pour les marques qui vont les réutiliser. Là, la marque se diversifie et se lance dans le refroidissement PC. Avec la sortie donc d'un Néon 122, c'est un petit ventirad simple tour, équipé de 4 caloducs avec ventilateur RGB et tout ce qui est à la mode, donc un truc monitorable et adressable. On a aussi une base en direct touch au niveau transfert thermique, c'est plutôt sympa. Et on a 120 watts de TDP, donc pour des petits processeurs et pas non plus des trucs trop énervés. Mais ça reste quand même une belle tentative que de se lancer dans le refroidissement. Après, la marque aussi a annoncé 2 autres produits qui sont les Néon 240 et 360, donc cette fois-ci sur du I/O, donc la marque attaque sur tous les fronts, avec donc un système où tu as combo pompe water block avec un petit logo RGB Superflower, des tubes tressés toujours dans la veine de ce que font les autres marques, 220 mm RGB, similaire à celui qu'on a sur le ventirad d'ailleurs. Compatible avec tous les sockets, des bons concurrents, je pense, au Arctic Freezer et d'autres I/O comme l'Elic Max 3. Donc, ouais, pas mal. On n'a pas encore les tarifs, mais pas mal de voir une marque se lancer. Ça fait un nouveau concurrent à ce niveau-là. Je disais, alors est-ce que voir une marque comme Superflower se lancer sur un nouveau secteur comme les ventirades et tout ça, est-ce que on peut être sûr d'avance que les produits se refroidissent bien? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Est-ce que le TDP qui est annoncé est une valeur assez fiable pour se lancer les yeux fermés sur ce genre de produit? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre peut-être les premières reviews et les premiers avis pour se faire une idée? Alors moi je pense que oui, il vaut mieux attendre des reviews, sachant qu'au niveau des performances thermiques, entre ce qu'annoncent les marques sur les fiches techniques, mais c'est comme sur tous les produits, il y a souvent une différence notable entre ce qui est annoncé et ce que les testeurs relèvent sur le papier. Ça dépend du protocole de test, sachant que les marques vont toujours mettre en avantage les chiffres les plus jolis pour les faire ressortir sur les plaquettes techniques. Donc, enfin les plaquettes marketing, pardon. Donc, ouais, moi je trouve que c'est bien, mais ouais, il faudra attendre des tests au niveau de la presse. Moi, ce que je souligne quand même, c'est qu'on a une compatibilité avec tous les sockets. Moi, je trouve que c'est intéressant, sachant qu'on a même une compatibilité avec le 2066 et le TR4, ce qui est quand même assez rare. Ouais, moi j'ai quand même l'impression que ces produits viennent s'insérer dans un marché qui est déjà méga saturé en termes de modèles pour le refroidissement. Je pense notamment surtout au ventirad avec son petit format qui me fait beaucoup penser au petit ventirad type Dark Rock Slim
et aussi les couleurs Master Hyper, tout ce genre de modèles qui tournent entre 20 et 40 euros. Donc là on a du RGB poussé au maximum avec notamment sa plaque sur le dessus là qui s'éclaire de toutes les couleurs qui ravira je pense les amateurs de loupiote. Mais c'est vrai qu'hormis ça, est-ce que vraiment Superflower peut proposer des modèles qui ont un réel intérêt par rapport aux modèles déjà existants? J'ai pas l'impression. C'est vrai qu'avec l'RGB, on risque d'avoir une forte hausse des prix. On sait que l'RGB, ça fait vendre, que l'RGB, ça fait bien gonfler les prix. Donc c'est sûr que si Superflower s'intègre avec ce genre de produit dans le marché, ce sera pas pour avoir un bon rapport qualité-prix. Alors, oui, moi je suis assez d'accord. Au niveau du tarif, c'est sûr qu'on va pas avoir quelque chose qui est ultra concurrentiel, mais ça donne quand même une alternative à d'autres marques. Et c'est surtout pour la société c'est bien pour la société du fait qu'elle se diversifie, parce que le marché des alimentations, c'est quand même un marché stagnant. Et bon, on change pas d'alimentation tous les 4 matins. Même chose pour les ventirades, hein, tu me diras. Mais au moins, ils ont 2 secteurs d'activité. Parce que juste avec les alimentations, je pense que c'est problématique. Surtout qu'en plus, les alimentations que eux font, c'est-à-dire pas pour fournir les OEM, on est quand même sur des alimentations super chères. Hein. C'est des blocs souvent assez prestigieux, donc je pense que c'est un marché de niche, quoi. Je disais, je connais pas la marque en particulier Superflower. Tu me dis qu'elle est spécialisée dans les produits un peu de niche. C'est parce que c'est des produits qui sont avec des finitions ou une qualité plus marquante, plus importante que des marques plus classiques comme Corsair, par exemple? Alors en fait, ouais, c'est à peu près ça. Si tu veux, les constructeurs d'alimentation, la plupart utilisent pas leur propre bloc. En fait, souvent, c'est du rebadgé. Et t'as on va dire trois constructeurs majeurs de blocs. On va dire les blocs décents. Après, il y en a d'autres qui sont quand même bien, mais c'est pas du premium. Donc on a Fortron, donc Fortron c'est FSP, hein. On a Superflower et on a Seasonic. Donc ces trois, ils fournissent les intégrateurs. Et ici, Superflower aussi fournit ses propres alimentations de A à Z. C'est-à-dire qu'en gros, ils font des blocs premium. On va dire souvent, c'est au-dessus des 1000 watts. Hein, c'est vraiment des trucs sympas. Avec de l'électronique bonne qualité, des compos bonne qualité. Ça coûte cher, mais voilà, à mon avis, au niveau marché, tu vends pas des tonnes d'alimentation comme ça. Donc c'est bien de s'être diversifié au niveau refroidissement. J'ai rien à rajouter. Impeccable. Ok, on enchaîne avec une autre news qu'on va faire un peu en speed. Donc, des Radeon RX 6000 qui ont été repérés, donc c'est surtout du visuel. On a des modèles de chez Saphir. Donc pour la RX 6800, on a la Nitro Plus qui a été aperçue. On a la Pulse également, la Nitro Plus Special Edition pour la RX 6800 XT. Et Nitro Plus et Pulse, pareil pour la RX 6800 XT. Donc on a des modèles qui sont avec des gros refroidissements, 3 ventilateurs, donc des cartes assez longues, design assez sobre, ma foi. Après c'est mon avis personnel. Voilà, donc on a vu, il y a du radiateur quand même imposant, donc à mon avis des cartes qui vont pas chauffer, j'en ai vu aucune passer en double ventilateur hein, pour l'instant. Donc pour les gens qui ont des petits PC micro ATX ou mini TX, je pense que ça va être un peu problématique. Hein. En effet, mais c'est vrai que pour le design, on est vraiment sur un copier-coller un petit peu du design des 5000. Mais ouais, on remarque bien hein, sur les photos de la Nitro Plus que le refroidisseur est vachement plus long que le PCB. Donc pour le refroidissement, je me fais pas trop de soucis, surtout que bon, les Saphir et surtout les Nitro de chez Saphir sont réputés pour être les meilleurs modèles pour les GPU AMD, et je pense que ça restera le cas pour cette nouvelle gène. Donc, autre news intéressante quand même, on a le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 qui arrivent sur des cartes made in Intel. Intel qui avait quand même introduit le Wi-Fi 6 avec les cartes AX200 qui ont été démocratisées sur toutes les cartes mères. Enfin, la plupart, hein, presque toutes. Pour le coup, on aura donc support Wi-Fi 6E, sachant qu'on a déjà des routeurs qui sont annoncés par Asus
avec donc la prise en charge du spectre en 6 GHz. Donc intéressant pour les gens qui veulent se faire une nouvelle infra Wi-Fi avec donc un canal qui sera, enfin pas un canal, mais un réseau qui sera moins sujet aux interférences et qui pourra fournir des débits plus élevés. Néanmoins, comme vous le savez, plus on monte au niveau des chiffres, plus la portée se dégrade. Donc peut-être à voir pour le coupler avec des répéteurs ou des produits mesh qui seront vendus en plus, mais ça promet au niveau des périphériques finaux quand même des cartes par Intel qui pourront être intégrées sur les prochaines CM, quoi. Une nouvelle fréquence qui du coup n'est pas du tout utilisée de par chez nous et qui je pense ravira les amateurs de domotique ou de maisons connectées en général qui souhaitent brancher énormément de périphériques sur leur installation. Et bon, après les prix ont l'air de sacrément piquer, mais on y croit avec la démocratisation, comme quand la Wi-Fi 6 est sortie, hein. Ça s'est démocratisé et maintenant on se retrouve avec des routeurs vachement pas chers et qui font très bien le taf. Donc j'y crois. Je pense que l'année prochaine et même en 2022, ça continuera à se développer et on aura accès à des infrastructures à des prix raisonnables. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu tôt de voir du Wi-Fi 6 GHz arriver? Je vois que encore on a beaucoup de routeurs ou tout simplement d'appareils comme des ordinateurs qui sont encore sur du Wi-Fi 2,4 GHz. On voit que le 5 GHz est en train de se démocratiser, mais est-ce que ça serait pas un peu trop tôt de passer sur du 6 GHz? Alors au niveau... Alors trop tôt non, parce que l'avantage sur ce genre de techno, c'est que c'est rétrocompatible. Donc tu peux avoir un routeur qui est compatible avec du 6 GHz, mais qui prend aussi en compte les anciennes fréquences, sachant que le réseau de 2,4 GHz est extrêmement congestionné avec l'IoT, Internet des objets, tous les appareils connectés. Maintenant, tout le monde connecte tout, son frigo, sa cafetière, presque ses toilettes au niveau du Wi-Fi. C'est quand même... voilà, on commence à avoir tous les périphériques et ça pose des problèmes en termes d'interférence. Donc là, pour quelqu'un qui a besoin d'un gros débit, qui peut pas installer des RJ45, au moins là, il pourra passer sur ce spectre des 6 GHz, à savoir que l'Europe est en train de débloquer, je crois, 500 MHz de fréquence réservée pour ce 6 GHz. C'est quand même très peu, moi je trouve, sachant qu'aux US, ils ont débloqué presque 1,2 GHz. Donc, bon, voilà. Sachant que, voilà, on va devoir fonctionner sur une plage de fréquences très faible. Les Wi-Fi, il y en a beaucoup. Moi, j'ai peur que ça pose problème, quand même. Après, on peut se rassurer en disant qu'au final, ça va tellement vite que cette nouvelle bande ne sera pas saturée avant un petit moment. Et peut-être que d'ici là, qui sait, on aura peut-être élargi encore plus ces bandes et on aura réglé le souci, qui sait. Peut-être, faudra voir d'ici là. Apparemment, les négociations, elles sont compliquées. C'est même chose au niveau de la 5G et toutes ces histoires de spectre. C'est presque de la négociation politique et économique plus que de la réelle négociation pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc c'est tout se monnaie, on va dire le moindre mégahertz se monnaie à des prix faramineux. Donc faut attendre de voir comment ça se stabilise. Effectivement, comme me disait Omega, c'est peut-être un peu tôt. Sachant qu'on n'a toujours pas des trucs certifiés et compagnie, quoi. Et je viens également de constater qu'en effet, en Europe, ils sont assez frileux au niveau de cette nouvelle bande, parce que je vois qu'elle est déjà utilisée pour les satellites de communication et les liaisons hertziennes point à point. Et donc on a la commission qui essaye de protéger ces communications et qui du coup tarde pour donner son feu vert pour cette nouvelle norme. C'est possible en effet, ouais. On avait eu ce problème déjà sur la 4G, si je me trompe pas, puisqu'on a maintenant si je me trompe pas, la 4G débordée sur les fréquences justement hertziennes pour les télévisions. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont qui ont acheté des nouveaux appareils pour filtrer cette 4G là quand tu récupérais les ondes hertziennes depuis ton antenne de télé. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de réticence à passer sur une nouvelle génération de Wi-Fi si le problème se réitère à nouveau avec d'autres ondes encore. En effet.
Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas, on est une association, on a un Discord, on a une bonne base communautaire. N'hésitez pas à échanger avec les internautes, à faire part de vos problèmes PC ou de vos envies. On organise souvent des tournois ou des événements. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. À plus. À plus.